Grégoire Ray, bonjour et bienvenue sur BlockX. Grégoire, tu es superviseur chez Blockchain Partner by KPMG. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais, s'il te plaît, te présenter et raconter ton arrivée dans la blockchain? Bonjour Pierre, déjà merci pour l'invitation. Je suis ravi de discuter avec toi aujourd'hui. Donc moi, Grégoire Ray, effectivement, en fait, je suis diplômé donc de Kedge puis de l'EDEC où je suis sorti en 2015. Suite à ça, j'ai intégré le graduate programme d'EY à Édimbourg et j'ai rejoint l'équipe restructuring où j'ai passé 3 ans là-bas. J'ai passé le diplôme d'expertise comptable et puis ensuite, j'ai transféré vers le bureau parisien donc d'EY toujours, où j'ai continué en restructuring pendant 2 ans. J'avais envie de voir autre chose qu'un grand groupe, donc je suis parti dans un plus petit cabinet qui s'appelle June Partners, où j'ai passé 2 ans. Et puis finalement, je me suis rendu compte que le restructuring, c'était plus ce que je voulais faire après à peu près 6 ans, 6 ans et demi, un peu plus. Et donc, j'ai voulu partir. À ce moment-là, j'avais deux alternatives, disons, qui s'offraient à moi, enfin deux choses qui me plaisaient vraiment. Je voulais vraiment trouver un secteur qui me plaisait. Donc, il y avait les clubs de foot, c'est quelque chose qui m'intéressait. Je voulais bosser dans un club de foot, j'adore l'économie du foot. Et du coup, ça m'intéressait, mais c'est un milieu très fermé. Ma porte d'entrée, ça aurait été dans la finance, plutôt contrôle de gestion. Je n'ai pas non plus trop poussé. Et puis, il y avait un autre secteur, la crypto. C'est un secteur auquel je m'intéressais depuis 2017. Je suis rentré par l'investissement, un peu comme beaucoup de personnes au début. Et puis, fin 2017, je rentre au mauvais moment puisque tout s'écroule derrière. Et puis ensuite, j'oublie un petit peu, je mets entre parenthèses. Et puis, je me dis, bon, on verra bien dans 3 4 ans. Et puis, fin 2020, quand ça revient un peu sur le devant de la scène, je suivais un peu toujours le cours du Bitcoin. Et puis, je vois on se rapproche de l'ancien plus haut historique des 19 000 à 20 000 $. Et puis, ça continue, ça monte, ça monte. Et puis, je me dis, bon, d'accord, là, si 3 ans après, ça revient, c'est que c'est là pour durer. Et là, je commence à y croire. Et c'est à ce moment-là où j'ai voulu réellement m'intéresser à la technologie. Et puis là, je suis un peu tombé dedans. J'ai été impressionné par la profondeur des applicatifs qui pouvaient résulter de la blockchain et des cryptos. Et je me suis dit que je voulais en faire mon métier. Et donc, j'ai poussé plutôt vers ce terrain-là. Donc là, on est premier trimestre 2021. Et puis, je tombe, donc début je sais plus, deuxième ou troisième confinement, je crois, il y en a eu trois. Je tombe sur la news comme quoi KPMG rachète un cabinet qui s'appelle Blockchain Partner. Moi qui pensais que c'était un domaine réservé aux tech uniquement, j'avais fait fausse route, puisque en checkant les profils LinkedIn de l'équipe des consultants de Blockchain Partner, je me suis rendu compte qu'il y avait une majorité d'écoles de commerce ou Sciences Po, et puis finalement une minorité de développeurs. Et donc à ce moment-là, je me dis, OK, il y a peut-être une place pour moi dans cet écosystème. Et c'est là où j'ai continué un peu à m'auto-former jusqu'à me sentir prêt et puis à postuler. Et puis ça s'est fait, j'ai démissionné et puis j'ai intégré donc Blockchain Partner by KPMG en mars 2022, donc il y a 8 mois maintenant, presque. Et puis voilà, j'en suis très, très content de ces premiers mois. Ça se passe super bien, je suis ravi. Ok, merci pour le partage. Effectivement, d'habitude, chez Blockchain Partner ou KPMG, on a souvent l'habitude de voir Claire Balva ou Alexandre Chtchenko. Désolé si j'écorche le nom de famille. D'ailleurs, Claire qui, je pense, a quitté l'entité très récemment, c'est ça? Ouais, ouais, effectivement. Claire, elle est partie mi-septembre. C'est vrai qu'il faut se rendre compte d'un truc, c'est que eux, ils ont monté à Blockchain Partner. Enfin, pour revenir un peu sur l'historique, justement, euh, ils avaient monté, donc Claire, Alexandre, et puis il y avait d'autres associés avant. Ils ont monté Blockchain Partner en sortie d'école en 2015. Euh, donc bon, ils ont ça forcément en 2015, ils étaient hyper précurseurs. Enfin, Alexandre faisait des ateliers avec Vitalik en 2015-2016 à la naissance d'Ethereum. Euh, Énorme. donc ouais, il nous a montré des anciennes photos il n'y a pas si longtemps, il est avec Vitalik. Donc oui, effectivement très précurseur sur le sujet. Il fallait quand même avoir une sacrée confiance dans la technologie à ce moment-là pour se dire, tu sors d'école, tu vois tous tes amis qui partent dans des cabinets de conseil, dans des grandes banques, dans des grandes boîtes, et toi te dire, voilà,
bonjour, Bitcoin, blockchain, crypto, ça vous parle? Non, pas du tout. Bon, bah, on revenait dans quelques années. Et puis finalement, ils ont persévéré, ils ont monté une équipe. Et puis finalement, donc, ils se sont fait racheter donc en mars 2021, après avoir connu des hauts et des bas de marché, et puis évidemment un degré en tout cas d'attention de la part de plein d'acteurs de l'écosystème qui n'a fait, qui n'a fait que monter, particulièrement en tout cas pendant les phases de bull market. Et puis, donc, rachat par KPMG, intégration. Et effectivement, Claire est partie là, donc il y a un mois et demi. Ça faisait plus de 7 ans quand même qu'elle était chez Blockchain Partner et puis après chez KPMG. 7 ans, aujourd'hui, moi, dans mes amis en tout cas, moi je suis aussi sorti d'école en 2015. Je crois que je connais très peu de personnes qui n'ont pas changé de boîte encore à ce stade. Donc elle avait envie effectivement de développer d'autres projets. Et puis, je suis sûr qu'elle en dira un peu plus dans les mois à venir sur ses futurs projets perso. Ouais. Bah, oui, justement, du coup, ça fait plaisir de recevoir quelqu'un d'autre que Claire ou Alexandre pour, voilà, pour partager cette vision-là. Alors justement, j'imagine que c'est pas évident pour Blockchain Partner, donc la startup, de se faire intégrer dans un grand groupe. Aujourd'hui, toi, comment tu le ressens, cette Ouais, c'est intégration? vrai, c'est une bonne question. C'est aussi une question que j'avais posée lors de mes entretiens avec Alexandre et Claire. L'intégration d'une startup dans un grand groupe, on peut penser de prime abord que c'est quelque chose de euh, parfois même d'impossible ou de très compliqué, parce que KPMG, c'est quand même un mastodonte. Et Blockchain Partner, pour info, c'est au moment où ils intègrent KPMG, c'est peut-être c'est entre 15 et 20 collaborateurs. Donc, c'est une petite équipe. Enfin, voilà, il y a plein de practices différentes au sein de KPMG, mais en fait, l'équipe blockchain et crypto, c'est déjà tout petit, quoi. Et puis donc oui, il y a certaines, en fait, ça se passe bien. Enfin, ça c'est la première chose, c'est que ça se passe bien. Après, ouais, c'est sûr, c'est deux cultures de boîtes qui s'opposent, d'autant plus que finalement l'expérience des autres collaborateurs, comme je disais pour Claire et Alexandre, et puis même la plupart de mes collègues, il y en a pour la plupart, ils n'ont connu que Blockchain Partner, ou alors ils ont eu, mis à part les stages évidemment, et puis il y en a quelques-uns qui ont eu aussi des expériences pro de 2 ans, disons, avant de rentrer chez Blockchain Partner. Donc ouais, il y a bien plus de process évidemment désormais, c'est-à-dire qu'aller remplir une timesheet ou aller poser ses congés sur un logiciel un peu ancestral, voilà, ça c'est quelque chose qu'avant ils faisaient de façon un peu plus simple, disons. Aujourd'hui, tout est très processé. Mais bon, c'est nécessaire aussi pour KPMG de mettre en place tous ces process parce qu'ils ont tels enjeux réputationnels derrière qu'ils ne peuvent pas se permettre qu'il y ait un bad buzz qui sorte. Mais globalement, ouais, ça se passe bien. Il y a juste vachement plus de process. Mais là, ça fait 1 an et demi et puis on est tous contents et je pense qu'on s'apporte mutuellement beaucoup de choses. Ouais, puis c'est un énorme avantage pour Blockchain Partner, du coup, maintenant KPMG, enfin, de s'intégrer à KPMG avec toute sa crédibilité, sa liste de clients, sa légitimité aussi dans sa capacité à accomplir des projets. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous faites concrètement chez Blockchain Partner? Donc du coup, ouais, effectivement. Alors déjà, peut-être pour revenir sur ce qu'on s'apporte mutuellement, c'est vrai qu'eux, ils nous apportent énormément. Ils nous apportent énormément en termes de réseau, c'est-à-dire qu'on peut aller voir d'autres associés, d'autres practices au sein de KPMG qui vont nous mettre en relation avec des membres du COMEX de certains groupes. Donc ça, c'est forcément un accélérateur assez énorme pour nous, pour l'équipe. Et en termes de visibilité, effectivement, ça nous apporte beaucoup. C'est des ressources que l'équipe n'avait pas avant, que ce soit la capacité à pouvoir communiquer via les réseaux de KPMG. C'est quelque chose d'immense. Et puis ensuite, on leur apporte aussi, et ils sont assez reconnaissants là-dessus, mine de rien, une bonne image médiatique parce que tu parlais de Claire et Alexandre, ils sont amenés à intervenir assez souvent, de manière hebdomadaire, notamment sur BFM Crypto, BFM Business, tous les vendredis. Et puis, il y a des chroniques mensuelles, et puis il y a des articles à droite à gauche qui sortent. Donc, c'est vrai que c'est une belle exposition aussi. Et puis, c'est des actus qui sont assez relayés, qui sont
dans l'air du temps, on en parle beaucoup. Donc ça c'est ce qu'on leur apporte. Et puis, ils nous apportent aussi, évidemment, en échange, en retour. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors nous, on accompagne plutôt peut-être pour parler de la structure de l'équipe avant d'expliquer ce qu'on fait. Donc on est une vingtaine de collaborateurs. Il y a toujours des profils tech. Donc il y en a, en ce moment, il y en a 3-4. Et puis ensuite, on a des consultants un peu plus business, disons, qui effectuent des missions auprès des clients, sachant que les techs peuvent aussi être vendus dans le cadre de missions. Et donc, ce qu'on fait, on est amené à accompagner des entreprises sur tous leurs projets liés à l'adoption des cryptos. Donc, on peut faire de l'acculturation, par exemple, donc aller acculturer des grands groupes qui sont preneurs de formation, et c'est souvent une bonne première étape d'aller acculturer sur une demi-journée, disons, des équipes, un groupe de travail qui est dédié au sujet crypto dans un groupe, parce que parfois c'est déjà identifié. On a des groupes qui aujourd'hui ont mis en place des task force qui sont là pour creuser les sujets. Mais pour creuser les sujets, il faut être formé. C'est souvent des gens qui ont une appétence pour le secteur, mais qui n'ont pas la connaissance technique nécessaire, en tout cas pour mener des projets de A à Z. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on propose ces sessions d'acculturation. Ça peut être, voilà, c'est quelques heures, quelques demi-journées, le temps que ça prend en fait. Et donc là, on a une méthodologie très, très pédagogue. Hein. Le but, c'est de vulgariser au maximum les différents concepts, leur expliquer voilà, ce que c'est la blockchain, ce que c'est un NFT, ce que c'est la crypto. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, on est amené à, disons, les accompagner, par exemple, ce qu'on fait réellement, c'est les aider à identifier des cas d'usage. Ça, c'est déjà leur proposer un panorama, par exemple, de ce que font leurs concurrents, si leurs concurrents sont déjà actifs sur ces sujets-là, et ensuite leur proposer des cas d'usage qui sont pertinents pour leurs activités. Donc ça, comment nous, on définit ces cas d'usage? Parce qu'on a besoin, dans un premier temps, de comprendre les métiers de nos clients. Donc, parfois, on les connaît, mais il y a des cas spécifiques où on a moins la connaissance sectorielle. Donc, on va s'entretenir avec des personnes qui sont identifiées au sein des groupes et puis essayer de discuter avec eux pour leur proposer des cas d'usage, évaluer la difficulté de la mise en place de ces cas d'usage, quelles peuvent être les contraintes réglementaires liées à la mise en place de ces cas d'usage. Et c'est là où on est amené aussi à travailler avec d'autres équipes de KPMG, notamment sur les parties réglementaires. Par exemple, la réglementation bancaire, on a des experts au sein de KPMG qu'on peut solliciter, ou alors des experts RSE également qu'on peut solliciter parce qu'ils vont nous demander voilà, les impacts RSE de la blockchain. Ils entendent beaucoup de choses sur Bitcoin. Ils ont besoin et sur Ethereum, sur le passage au proof of stake et les conséquences énergétiques qui en découlent. Et donc, on est amené effectivement à travailler donc, avec plusieurs équipes aussi de KPMG. Donc, identification de cas d'usage. Et puis, par la suite, on sélectionne avec eux les cas d'usage les plus pertinents en fonction de la facilité à les mettre en œuvre et la pertinence aussi pour l'entreprise. Et ensuite, on définit avec eux une feuille de route. Donc, on structure une feuille de route. Ça peut être sur 1 an, 2 ans, pour expliquer, pour vraiment voilà, comment on va mettre en place ce qui n'est même plus un cas d'usage, qui est un cas métier réellement, et quelle va être la valeur ajoutée, et qui va être en charge de quoi au sein de votre entreprise, qui va gérer, qui va suivre ce projet. Et donc voilà. Donc ça, c'est cette première, en tout cas, c'est ce qu'on est amené à faire pour le cadre des clients. Et puis, je pourrais donner un exemple de mission spécifique également pour expliquer plus en détail. Et après, on est aussi amené à développer. On a donc une équipe de développeurs qui peut travailler avec nous dans le cadre de ces cas d'usage. Ou alors, on fait aussi de la recherche et du développement. Donc, c'est hyper important en fait pour nous de toute façon techniquement d'être toujours au top pour garder la connaissance et avoir des connaissances vraiment complètes et rester à jour, en tout cas se mettre à jour perpétuellement. Et donc ça, les développeurs là-dessus nous aident beaucoup parce qu'ils font de la recherche très poussée, qu'ils sont amenés à nous présenter en interne sur des concepts technologiques. Là, on a eu
le proto-dank sharding il n'y a pas longtemps, le Quant Abstraction, bon, la merge, effectivement, puis toute la roadmap d'Ethereum. Alors, c'est les techs qui les font, mais parfois, c'est nous aussi. Par exemple, actuellement, moi, je conduis une recherche sur les ZKVM, donc comparatif entre les différentes solutions, que ce soit Polygon, Scroll, ZK-Sync. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est vraiment de creuser vraiment dans l'architecture, d'aller même interviewer des personnes chez Polygon, Scroll ou ZK-Sync, et puis pour se faire une idée, comparer ces solutions-là, et puis ensuite pouvoir voilà, connaître un peu les implications business que ça va avoir derrière, parce que pour nous, c'est important aussi, c'est de savoir quelles implications business ça va avoir. Par exemple, aujourd'hui, là, sur les Optimistic Rollup, on accompagne des clients en L2 sur Arbitrum pour des cas de paiement, pour un acteur du paiement en France. Donc c'est assez intéressant. Il faut qu'on se mette à la page en permanence. Et donc, voilà à peu près, en tout cas, ce qu'on fait. Je ne sais pas si tu as d'autres C'est très questions à ce clair. niveau-là, d'autres trucs qu'il faut que je développe un peu plus. Mais Non, non, c'est très clair. Effectivement, il y a 2 choses. La 1re, c'est que les entreprises s'y intéressent de plus en plus. De toute façon, elles entendent parler de la blockchain et puis comme tu dis, bah, les grosses boîtes, ceux qui les gèrent, sont des personnes, intelligentes et qui savent aussi, saisir ces opportunités-là. Et donc il y a un énorme travail, aujourd'hui, enfin en 2022 encore, bah, d'acculturation, de les prendre par la main, hein, de leur expliquer, ouais, en vulgarisant, tout de A à Z. Parce qu'on sent qu'eux, d'un côté, ils ont des budgets qui se débloquent pour pouvoir bah, regarder s'il y a des implémentations pertinentes de la blockchain dans leur boîte. Mais il y a ce passage de, voilà, on vient les former, on regarde les cas d'usage, on étudie leur processus en interne et on regarde s'il y a vraiment des choses bah, pertinentes qui peuvent être faites. Parce que le but du jeu, encore une fois, c'est pas faire de la blockchain pour faire de la blockchain. ouais. Donc il y a tout ça à faire. Et puis le deuxième, évidemment, la deuxième chose, de rester bah, ouais, à la pointe de la technologie en termes de ça évolue tellement vite qu'il y a un gros travail de recherche à faire, Mm. constamment pour s'assurer de proposer les meilleures solutions quand vous allez voir vos C'est clients. ça. Et justement par rapport à vos clients, parce que, est-ce que vous allez travailler davantage avec, des petites boîtes, avec des grosses boîtes, avec des boîtes, traditionnelles ou des boîtes qui sont déjà 100 implémentées dans le Web3? Avec qui vous travaillez principalement aujourd'hui? Alors, principalement, on travaille avec des grosses entreprises, plutôt du secteur traditionnel. Donc là, par exemple, plutôt, enfin, type CAC 40, notamment dans le secteur du luxe, notamment dans le secteur bancaire actuellement. Donc ça, c'est nos gros clients actuellement et les grosses cibles. Et puis, ça fait le pont aussi avec ce qu'on lit dans les news, hein. Les banques traditionnelles se mettent notamment à faire des partenariats avec des crypto-custodians. On l'a vu avec la SOG, bon, avec leur entité Forge, la BNP, le Crédit Agricole, avec les partenariats avec Taurus, Metaco. Donc voilà. Et puis ensuite, les acteurs du luxe sont très présents également sur le secteur. Il y a eu plusieurs belles initiatives récemment. On a vu Kering avec le lancement de leur marketplace NFT KNXT, enfin marketplace, pardon, pas NFT, marketplace de produits pour le coup. Tu peux acheter des produits du groupe Kering, Gucci, Balenciaga, etc., sur leur plateforme et payer en crypto directement. Il y a des initiatives sympas aussi que je trouve chez LVMH avec Rimowa récemment, qui est en cours actuellement et qui a son lot de secrets. Et puis, on a également L'Oréal avec Yves Saint Laurent Beauté qui a sorti une collection de NFT plutôt sur de la loyalty 3.0. Donc, il y a des initiatives assez intéressantes dans le luxe. Et donc, ça, on est amené à accompagner une partie, enfin des acteurs de ces secteurs-là, en tout cas, dans leurs différents projets. On accompagne moins aujourd'hui d'acteurs cryptonatifs. Alors parfois parce que, en fait, en termes d'onboarding client chez KPMG, on doit passer par plusieurs étapes un peu administratives, disons, et aussi de risk management, qui fait que parfois on n'est pas forcément habilité à accompagner des acteurs cryptonatifs, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Enfin, ça peut arriver, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Mais disons que c'est un peu une barrière à l'entrée pour nous. Euh, mais on y travaille parce qu'on aimerait accompagner plus d'acteurs cryptonatifs.
On accompagne également des fonds d'investissement, des VC, alors plutôt à l'étranger actuellement, mais ça commence à être le cas en France aussi, là, ça y est, des VC qui veulent investir dans des projets crypto, qui vont devoir du coup détenir des tokens. Et ben, ces tokens, comment ils vont les conserver? Il leur faut une solution de custody, donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, deuxième aspect, c'est OK, maintenant on a les fonds, on les a levés, mais on investit dans quoi? Quel projet, quel protocole? Est-ce que c'est un scam ou pas? Et ça, on va les aider là-dessus, produire un avis indépendant, une sorte de due diligence en fait d'un projet qu'on va évaluer, donc regarder vraiment le white paper en profondeur, évaluer la tokenomics, les audits s'il y en a eu, et produire un avis un peu indépendant euh, avec un conseil, disons, enfin une matrice de risque qui doit, enfin avec un go no go. Alors c'est pas nous qui allons prendre la décision à la place du client, mais voilà, c'est du conseil quoi. Donc, on est en mesure, en tout cas, de leur produire une grille d'assessment indépendante pour qu'eux puissent prendre leur décision d'investissement. Nous, on n'ira pas leur dire allez-y ou n'y allez pas, mais Oui, ils traduiront notre analyse comme ils le veulent. d'accord. Voilà quoi. Et Ok. après au niveau des banques, par exemple, effectivement, la custody, ça se pose souvent comme étant la première brique. Chaque fois qu'on arrive à des définitions de cas d'usage avec des banques, c'est la première chose à faire, en fait, c'est la custody. Et c'est intéressant parce que c'est un point qui est très souvent remonté, en fait, des clients retail des banques qui vont voir leur conseiller bancaire le samedi matin et qui disent bon, bonjour, j'ai de la crypto sur Binance, sur Coinbase, mais j'aimerais bien la stocker chez vous parce que c'est quand même plus sûr, vous êtes une banque. Comment je peux faire? Bah, le conseiller, il le regarde, il dit bah non, en fait, on ne peut pas faire ça chez nous. Sauf qu'en fait, quand vous avez des milliers, des milliers, des milliers de clients retail, aujourd'hui, il y a 8% de Français qui possèdent de la crypto, selon l'étude KPMG et Aden, je fais un peu de pub, qui a été conduite en début d'année. Donc 8%, bah, en fait, donc du coup, il y a beaucoup de demandes. Ces demandes-là, elles sont remontées bah, aux chefs d'agence, disons, bancaires, et puis aux responsables d'agence, et puis eux-mêmes les remontent, les remontent, les remontent, et à un certain niveau où ça arrive suffisamment haut dans la hiérarchie pour qu'ils s'y intéressent. Et donc, la custody devient un enjeu majeur chez les banques, notamment au regard de ce que proposent déjà les banques américaines. On a vu BNY Mellon, qui est un des plus gros custodians traditionnels, qui se lance dans la crypto custody. Donc, c'est quand même un signe fort. Et les banques françaises, maintenant, sont prêtes à y aller, d'autant plus qu'il y a un cadre réglementaire qui commence à se mettre en place, qui l'est déjà en France depuis 2019 et la loi Pacte et puis le statut PSAN, mais qui va l'être demain à l'échelle européenne avec MiCA, qui devrait rentrer en œuvre en 2024. Ouais. Ouais, ouais, bah, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, alors déjà sur ce sujet-là, effectivement, on sent qu'il y a de plus en plus de pression qui vient de la part des clients des banques. Donc, elles, bah, aujourd'hui, elles doivent s'adapter aussi, sinon les gens partent, hein, c'est une Ouais, évidence. Enfin, à terme, ils vont partir hein, dans tous les c'est ça. cas. Et puis, par rapport, aux entreprises avec lesquelles vous travaillez, ça revient un peu à ce qu'on disait au début, bah, le fait d'avoir intégré, KPMG avec toute la légitimité, la crédibilité que ça a derrière, en fait, vous pouvez traiter directement avec, des boîtes, du CAC 40, avec des gros organismes qui sont peut-être plus frileux à aller voir une plus petite boîte, de consulting, voilà, directement, dans le Web3. Donc ça, c'est quand même un beaucoup stratégique. Pour prendre un petit peu de recul, par rapport à Blockchain Partner, voilà, est-ce qu'il y a une rétrospective de ce que vous avez fait aujourd'hui en 2022? Comment vous voyez allez, les 2-3 prochaines années en termes de recrutement? Est-ce que vous souhaitez offrir des nouveaux services? Voilà, comment tu vois les choses? Bah, 2022, en fait, ce qui a été très intéressant, je trouve, c'est que les marchés sont complètement cassés la figure, que ça soit bon, les indices boursiers, que ça soit les cryptos, enfin les actifs vus comme risqués. Et ça, c'est évidemment bah, en lien avec des événements macroéconomiques comme la guerre en Ukraine, comme la hausse des taux et l'inflation. Et du coup, ce qu'on a vu dans l'ombre de tout ça, c'est que ça n'a en aucun cas altéré l'intérêt que peuvent porter les entreprises au crypto, au Web3. Je pense que c'est maintenant acté en fait dans la tête de plusieurs grands dirigeants des entreprises françaises que bah, la crypto, c'est là pour durer. Et donc ça, c'est une bonne chose, c'est que le développement, en fait, a été enfin, le développement dans ces infrastructures-là et les investissements euh, n'ont pas du tout été corrélés positivement à la chute des cours.
Donc oui, on aurait pu croire que l'intérêt se serait perdu. Et puis finalement, non, c'est tout le contraire. Il y a un intérêt qui est grandissant. Il y a des protocoles et des belles boîtes françaises qui sont en train d'émerger. On le voit avec les différentes levées de fonds. On a vu Uniswap il n'y a pas longtemps. Il y avait Sorare, évidemment, pour prendre un exemple français. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et moi, ça me conforte vachement dans mes convictions et dans la perspective d'avenir. Et je suis assez sûr, je suis assez certain que cet écosystème-là est fait pour perdurer et pour grandir. Et ça me fait réellement penser à l'avènement en fait, d'Internet, même si j'étais petit, hein, je suis né en 92, donc si on me dit qu'Internet, c'est début dans le milieu des années 90, mais en tout cas, j'avais toujours eu cette petite frustration quand j'avais, je sais pas, 20, 22, 23 ans, il y a une petite dizaine d'années, où je me suis dit, ah, si j'étais né, si j'avais été en âge de travailler dans les années 95-2000, je serais clairement parti dans Internet. Et en fait, là, j'ai l'impression que c'est une seconde opportunité qui se présente, donc je suis très content d'en faire partie. Et ensuite, nous, en termes de perspective, on continue notre développement, on continue à accompagner des grands groupes. Comme je te le disais aussi, on est ouvert, nous, à des entreprises évidemment crypto-natives, et donc il faut qu'on se développe commercialement aussi sur ces acteurs-là. En termes de perspective de développement, on aura quelques opportunités en 2023. L'idée, c'est de grandir un peu. On ne veut pas faire de blockchain partner, enfin de l'équipe, une équipe. On veut garder en fait une vraie culture de boîte. Ça, c'est vraiment une volonté ferme des fondateurs, c'est de conserver cette culture, cette curiosité intellectuelle, cette expertise technique. Et donc ça, on veut réellement le faire perdurer. Et si on atteint une taille, il y a une taille critique en fait au-dessus de laquelle ça ne sera pas possible. Donc là, on est une vingtaine et c'est super. On va continuer de grandir petit à petit. Mais l'idée, ce n'est pas de passer de 20 à 70 collaborateurs l'année prochaine, ça c'est clair. Il y aura quelques recrutements, mais on restera une équipe à taille humaine, très diversifiée en termes de profils, puisque on le disait au début, mais on a des profils école de commerce, école d'ingé, Sciences Po, c'est hyper divers. On a quelques filles dans l'équipe aussi, ce qui est bien, parce que tu connais la diversité des genres au sein du Web3, elle est assez faible, enfin, elle est assez, en tout cas, tournée vers les profils masculins. On peut le voir dans toutes les des différentes conférences, tu vois, que ce soit Surfing Bitcoin, EthCC, il y a beaucoup d'hommes qui sont là, donc c'est cool d'avoir des profils féminins aussi dans notre équipe. Ouais. Puis derrière ça, au-delà même pour les compétences, vous êtes backé aussi par KPMG qui vient vous apporter, comme tu disais, le RSE, s'il y a des problématiques cyber, s'il y a des problématiques qui peuvent venir se greffer, vous avez les compétences en interne avec KPMG, ce qui vous assure quand même un bon backup. OK, bah, Ouais. c'est super intéressant, Grégoire. On va arriver sur la fin de l'interview. Donc, je voulais te remercier pour ton temps, pour nous avoir expliqué ce que vous faites avec, KPMG. Est-ce que tu as éventuellement un mot de la fin? Ouais, écoute, merci à toi, Pierre. Merci pour cette initiative. C'était hyper intéressant de parler avec toi et de t'expliquer et puis d'expliquer un peu à tes auditeurs voilà, ce qu'on fait concrètement. Et puis évidemment, s'il y a des questions suite à cette interview, je sais pas, vous pouvez me joindre sur LinkedIn, par exemple, ou sur les réseaux sociaux traditionnels. Tu pourras mettre un lien. Donc voilà, n'hésitez pas et merci encore de nous avoir suivis.